Voilà, merci pour eux. Je laisse la parole à Alan pour la dernière intervention, une démonstration de la rentabilité économique de la Il faut appuyer RSE. Comme ça marche. Voilà, Ouais, ça marche. c'est pour ça qu'il est chef. Bah, il comprend tout de suite la technologie. Ouais. Bon, bah, bravo, hein. Vraiment c'est du bonheur d'être là, de vous avoir tous entendus, sur ceux qui sont passés à la tribune, d'avoir entendu vos témoignages, c'est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu venir témoigner de leur engagement RSE et ça aurait été tout aussi agréable et appréciable de les entendre. Alors vous avez vu que pour cette convention, en fait, on a souhaité mettre l'accent sur la performance économique. La raison en est très simple. Si on arrive à combiner la responsabilité sociétale et la création de richesse avec un « et », eh bien, le développement durable s'impose définitivement, déferle partout et ne rencontre plus aucune entrave. Et puis si on n'arrive pas à faire la démonstration, c'est juste beaucoup plus compliqué et on a du souci à se faire pour nous, pour nos enfants, etc., etc. Donc vraiment, cette histoire de performance économique de la RSE, c'est quelque chose d'incontournable. Voilà. Alors en fait, je vais vous parler là maintenant de manière que nous avons de faire la démonstration de la performance économique. Ceux qui m'ont précédé à la tribune ont donné des tas d'exemples. Certains étaient qualitatifs, d'autres étaient quantitatifs. Le propos que je vais tenir ici, c'est qu'on peut intégrer tout ça, faire de la quantification globale et arriver à un bilan économique qui tient debout. Voilà, rien que ça. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter la perception que j'ai de la relation entre RSE et création de valeur. Je dis la perception que j'ai parce qu'il peut y en avoir d'autres. Ensuite, je vous montrerai par voie de conséquence l'impact de la RSE sur votre compte de résultat, avec des exemples. On fera ensuite une incursion dans un sujet qui m'est cher, vous le savez pour la plupart d'entre vous, c'est le capital immatériel, ce lien très intéressant, passionnant entre le capital immatériel et la RSE. Et puis, comment dirais-je, le petit scoop, c'est que pour ceux qui en seraient d'accord, eh ben, on se propose de conduire un programme de mesure chez vous. Alors, le premier point. Voilà, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je travaille sur le sujet. J'arrive à la conclusion que la RSE n'est pas rentable par définition. C'est pas parce que vous décidez d'engager une démarche de responsabilité sociale et environnementale que tout d'un coup, ça devient utile, performant pour l'économie de votre entreprise. Alors ceux qui sont redoublants dans la salle, il y en a quelques-uns ont déjà vu ce schéma, n'est-ce pas? Ouais, ben voilà, je les retrouve. Hein, bon. Vous voyez, c'est le petit carré magique que les consultants adorent. Vos décisions en tant que dirigeant, elles peuvent être en haut non rentables ou rentables. Et on voit qu'avec beaucoup d'astuces, M. Ferrari, des choses qui a priori ne seraient pas rentables peuvent le devenir, mais en tout état de cause, c'est du pas rentable ou du rentable. Et puis en vertical, c'est responsable ou ça ne l'est pas. Si vous êtes dans cette case-là, vous faites du non rentable responsable, ben, grand bien vous fasse, mais attention, vous ne pouvez pas tout miser là-dessus. Parce qu'une entreprise qui miserait toute sa politique de développement durable sur un processus non rentable finirait dans le mur en klaxonnant. Si vous faites du pas rentable et du pas responsable, bon, vous êtes con, hein, donc s'il vous plaît, arrêtez, dès que vous en avez pris conscience. Voilà, là j'ai mis bête et méchant parce que quand même ça peut être lu à l'extérieur, donc il faut rester poli. Hein, voilà. Ici vous avez une situation qui est une situation que nous rencontrons tous en tant que manager et dirigeant, c'est la question du dilemme éthique. Par les pieds ou par la tête, on sait qu'on a des externalités négatives. Et donc, je ne vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement, nous prenons des décisions qui sont des décisions nécessaires à l'économie de nos entreprises et pas nécessairement responsables ou hyper responsables. Ben, la première responsabilité du dirigeant, c'est d'avoir conscience que ce dilemme existe et puis de faire en sorte qu'on le réduise au maximum. Mais le but de la manœuvre de tous les gens qui sont dans cette salle, c'est effectivement d'être dans la bonne case. La case de la responsabilité et de la performance économique. C'est là que se combine la responsabilité sociétale des entreprises avec la performance. Donc toute la question, c'est comment je peux agrandir cette case-là.
Et en fait, ce que j'ai pu constater au cours des 10 dernières années, c'est que quand on s'y prend bien, et on a eu plein d'exemples magnifiques ce matin, quand on s'y prend bien, on peut agrandir cette case, et pour l'instant, je n'ai pas vu de limite à son agrandissement. Pas vu de limite à son agrandissement. Alors en fait, pour agrandir la case, j'ai trouvé 4 techniques. Pas 25, j'en ai pas trouvé plus que 4, pourtant j'ai réfléchi souvent. La première chose, c'est « je vends plus et mieux ». Bon, je cite une entreprise de la région Midi-Pyrénées qui est dans la salle, Regain, effectivement, qui est labellisée Lucie, qui a mis en place une démarche, effectivement, tout à fait remarquable de développement durable, et puis qui, grâce à ça, je le dis à la place de son dirigeant qui est juste en face de moi, qui, grâce à ça, effectivement, a réussi à gagner de nouveaux marchés, fort de cette différenciation liée à son engagement responsable. Premièrement, j'écoute mes clients, je fabrique une offre verte, etc., etc., et puis je développe mes ventes. La deuxième option, c'est une option de réduire les coûts. Alors ici, vous avez un client du cabinet Goodwill Management, Gessina, une des plus grandes foncières françaises, et pour le compte de Gessina, Goodwill Management a réussi à mettre en évidence que le bâtiment vert est rentable. Donc il y a une réalité à la green value que nous avons financiarisée. Il ne s'agit pas de dire ouais c'est vachement mieux parce que, comment dirais-je, on fabrique des bâtiments à énergie passive, tout le bazar. Non, non, on a fait le bilan économique en euros. Voilà, là je réduis effectivement mes consommations. La troisième option pour réduire, pour accroître la performance économique du développement durable, c'est que vous avez une option qui permet de réduire les risques. Voilà, alors je ne sais pas si les gens de Generali sont là, c'est un de nos partenaires. Generali aujourd'hui accorde des conditions d'assurance aux entreprises engagées dans la responsabilité sociétale qui sont plus favorables, tout simplement parce qu'ils ont compris que les entreprises responsables avaient une sinistralité plus faible. Et le dernier point, c'est l'amélioration du capital immatériel. Alors vous connaissez cet appareil qu'on trouve maintenant dans les toilettes de toutes les stations-service, le sèche-main Dyson. C'est une merveille d'éco-conception parce qu'il consomme 80% d'énergie de moins qu'un sèche-main traditionnel et que, avec, je dirais, l'ensemble de son impact environnemental est 40 fois inférieur à celui de l'usage d'un essuie-main papier. Sauf que dans le cadre de la mise au point de ce système, Dyson a déposé plein de brevets. Et ces brevets-là, c'est du capital immatériel, c'est de la valeur qui pourra être réutilisée ailleurs. Sur les 3 premiers points qu'on vient de voir, vendre plus et mieux, réduire les dépenses, réduire les risques, vous avez une amélioration de votre compte de résultat. Et puis sur la 4e option, on va le voir très vite, vous avez une amélioration de votre capital immatériel. Alors regardons d'abord l'impact sur votre compte de résultat. On a mis en place une méthodologie Star Trek qui permet de faire le bilan économique de la RSE, c'est-à-dire l'impact des décisions RSE sur le compte de résultat. En fait, ce n'est pas Star Trek du tout, c'est très très simple. Qu'est-ce que vous faites? Combien ça coûte? À quoi ça peut bien servir? Là, il faut être un tout petit peu perspicace. Et une fois qu'on a réussi à trouver à quoi ça peut bien servir, on quantifie l'usage ou l'utilité de l'action, et quand on a réussi à quantifier, on financiarise. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, c'est basique. Bon. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre au quotidien. Ici, vous avez, on fait ça depuis 5 ans, le bilan économique de l'engagement sociétal de la SNCF. Et en fait, on arrive à montrer que non seulement tout ce que la SNCF fait pour la société civile, ça génère des coûts évités pour la SNCF. Ici, j'ai 15 millions d'euros dans une année, et ça génère des retombées également pour la société civile. Le bilan économique global est bien plus important que ça. Ici, nous sommes simplement sur quelques régions pilotes, parce qu'on fait ça avec la SNCF depuis 5 ans, et en fait, la SNCF a décidé d'internaliser le processus maintenant, donc ce ne sont plus les consultants de Goodwill Management qui le font, ce sont les collaborateurs de la direction du développement durable de la SNCF qu'on coach un petit peu. Voilà. Donc vous voyez ici on fait un bilan en euros. Si je prends par exemple le témoignage de Serge Clérins tout à l'heure, Serge nous a montré toute une série de retombées économiques très intéressantes de sa politique développement durable. On a fait une fois un petit peu l'exercice avec lui à Toulouse et on a vu que c'était pas si difficile de trouver plein de retombées économiques mesurables et tout à fait positives. Voilà. Là l'idée c'est
Vous faites ça systématiquement et vous intégrez le résultat et ça vous montre effectivement ce que ça représente pour vous, pour votre entreprise et puis ce que ça représente pour la société civile. Alors on fait ça, là je vous parle de quelque chose qui se fait non pas chez Lucie mais chez Goodwill Management et vous voyez que nous faisons ça dans de très nombreuses situations. Voilà, on a démontré que la politique diversité chez Orange, Adecco, L'Oréal, Vinci, AXA était rentable. La politique sociétale de la SNCF, je viens d'en parler. Tiens, tout à l'heure, vous avez entendu Madame Cresson qui vous parlait de l'école de la deuxième chance. Vraiment une très belle réussite. Ben, les gens de RDF nous ont dit, tiens, nous on a recours à l'école de la deuxième chance. Seriez-vous capable de montrer qu'on a raison de faire ça sur le plan économique? Et on a comparé plein d'indicateurs RH. Et on a vu que les gens à qui on donne une deuxième chance, eh ben, ils s'en souviennent. C'est-à-dire qu'ils ne démissionnent pas, ils sont moins absents, ils ont plus de cœur à l'ouvrage, ils sont plus motivés. Et quand vous mettez tout ça en équation, ça fait un bilan économique super positif. Voilà. Je ne vais pas les mentionner tous, mais vous voyez qu'on fait ça dans des tas et des tas de domaines. Et quasiment à chaque fois, je ne vais pas vous dire à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, la démonstration que la RSE rapporte plus qu'elle ne coûte, eh bien on l'a fait. Sauf que, bien sûr, ça va à l'encontre d'une idée reçue, tout simplement parce que la responsabilité sociétale présente des coûts visibles et des bénéfices cachés. Donc, nous allons à la recherche de bénéfices cachés. Voilà. C'est ça le principe de base. Bon, j'ai pas toute la journée, vous non plus. Capital immatériel et relation avec la RSE. Donc cette fois-ci, il ne s'agit plus de montrer une retombée économique positive de votre projet RSE sur votre compte de résultat. Il s'agit de montrer que la RSE a un autre impact, tout aussi important pour votre performance durable, qui est un impact sur ce qu'on appelle le capital immatériel. Bon, alors je suis obligé d'un petit peu d'expliquer ce que c'est. Voilà. Quand vous valorisez votre entreprise, les consultants ou les experts qui vous accompagnent en finance vous disent ben, la valeur de votre entreprise, c'est ses profits futurs. L'année dernière, par exemple, en moyenne en Europe, les entreprises se sont achetées et vendues, les PME ou les ETI, à 7 fois l'excédent brut d'exploitation. En moyenne. 7 fois les bénéfices. Bon. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut pour créer des profits futurs? Bon, on appelle ça aussi des cash flows. Ben, il faut des machines. Il faut des gens pour faire tourner les machines, il faut une organisation pour que les gens ne se marchent pas sur les pieds, il faut une marque qui donne confiance dans le produit, il faut des savoir-faire qui permettent de créer, comme vous le dites, monsieur, des singularités, etc. etc. Voilà. Si tous ces éléments sont en mauvais état, vous avez une bande de bras cassés, vos clients ne sont pas solvables, il y a un gros pet de réputation sur la marque et les brevets sont tombés dans le domaine public, on peut prédire qu'il n'y aura pas beaucoup d'excédents bruts d'exploitation à venir. Bon. A l'inverse, si tout ça est en très bon état, l'entreprise a une capacité de génération de profits futurs. Donc ça veut dire que si tous ces éléments qui sont des facteurs de création des profits futurs sont en bon état, votre entreprise, eh bien, elle va se développer. Mais si tous ces facteurs sont capables de générer des profits futurs, alors ça veut dire que ces facteurs ont de la valeur. Le capital immatériel, ça consiste à mesurer la valeur de tous ces éléments qu'on appelle aussi des actifs. Un actif, définition comptable, c'est un élément que l'entreprise contrôle et qui est source d'avantages économiques ou de bénéfices futurs. Qu'est-ce qu'on met dans le capital immatériel? Tout ça. Alors, bien sûr, dans le bilan, vous voyez votre richesse solide, c'est les immobilisations. Vous voyez aussi votre richesse liquide, les actifs circulants. Et puis le capital immatériel, c'est la richesse gazeuse. Voilà. Donc aujourd'hui, la discipline capital immatériel a pour objectif de mesurer tout ça. Et ce qu'on sait dire, après quelques centaines d'expérimentations, c'est qu'en moyenne, la valeur immatérielle d'une entreprise, c'est 2/3 de la valeur totale de vos organisations. Vous voyez, donc on fait du mal aux mouches avec la comptabilité pour regarder 1/3 de la valeur. Hein, et les 2 autres tiers, bah, il faut trouver la bonne comptabilité. C'est ce que vous avez avec le capital immatériel. Je vais passer très vite, mais notez que on sait mesurer tout ça aujourd'hui avec une valorisation extra-financière. Ici, vous avez une carte avec tous les critères qui donnent de la valeur au capital client de votre entreprise. Et puis on donne des notes sur 20, comme à l'école. Donc ici, par exemple, j'ai un capital client qui a 11,9 sur 20, mais avec un domaine sur lequel je dois être particulièrement attentif, c'est que mes clients ne sont pas contents.
Ça, c'est de la valorisation extra-financière, excellent outil de pilotage. Et puis, on fait aussi de la valorisation financière des entreprises. Là, vous avez une photo de la moitié du CAC 40, donc c'est le CAC 20, basée sur son capital immatériel. Voilà. Alors, est-ce que Schneider Electric est sur la page? J'ai pas fait exprès. Oui, tac. Voilà. Donc, d'après l'évaluation que nous avons faite de l'entreprise Schneider Electric et de son capital immatériel, l'entreprise, au mois de mars 2012, valait 51 milliards d'euros, alors que le marché en donnait 26 milliards. Donc le marché massacre les entreprises au regard de toute la richesse qu'elles contiennent. Bon, c'était juste pour vous montrer que ça se mesure. Voilà. Et qu'il y a plein de gens qui mesurent ça aujourd'hui. Des toutes petites sociétés totalement inconnues comme Auchan par exemple, et puis des très grandes sociétés qui sont particulièrement connues ici comme Anthropogène Management. Voilà. Alors quelle est la relation entre le capital immatériel et la RSE et la performance de l'entreprise? Voici 3 façons de voir vos entreprises. La première façon, c'est les lunettes du financier. Le financier pur et dur ne regarde dans votre entreprise que des volumes et des équilibres financiers. Donc pour lui, ça pointe ça? Ouais, c'est magique. Voilà. Pour lui, les clients, c'est des revenus, au bilan, c'est des créances. Les salariés, c'est une charge, la masse salariale. Les actionnaires, des fonds à rémunérer. Les entreprises, des charges et au bilan, des dettes. Et l'environnement, si on est vraiment obligé, genre de taxe carbone et trucs comme ça, c'est une charge. Voilà. Bon, maintenant, ici, vous avez l'approche Lucie. Que fait l'entreprise pour ses parties prenantes? Est-ce que vous vous comportez avec éthique vis-à-vis de vos parties prenantes? Donc la question des sous, on ne la regarde plus, mais quand vous faites une évaluation Lucie, est-ce que vous délivrez de la qualité? Est-ce que vos contrats sont bien rédigés, non pas léonins? Est-ce que vous cherchez la satisfaction de vos clients, etc. etc. Est-ce que vous respectez vos collaborateurs? Hygiène et sécurité, formation, salaire, conditions de travail. Est-ce que vous respectez vos actionnaires? Nous les oublions pas. Est-ce que vous respectez vos fournisseurs? Nous en avons pas mal parlé ce matin avec l'Obsar. Et puis, est-ce que vous avez une politique qui vise à réduire vos externalités environnementales? C'est le dernier point. Enfin, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a cette question centrale dans l'ISO 26000, mais vous voyez mon illustration. La ligne du bas ressemble à la ligne précédente. Est-ce que vous avez de bons actifs immatériels? Alors, vous voyez déjà, il y a 2 verbes qui changent. Le premier verbe sur la RSE, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous agissez avec éthique? Et ici, c'est qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous possédez? Quel est votre patrimoine visible et invisible? Et ce dont vous prenez conscience avec ce petit tableau, c'est que vous bousillez votre gaz si vous n'avez pas une bonne politique de responsabilité sociale. À savoir que si vous ne respectez pas vos clients, ils se tirent dans la minute. Si vous ne respectez pas vos collaborateurs, en ce moment, bien sûr, avec le contexte économique, ils ont un peu le cul en plomb, mais enfin, au bout d'un moment, ils partent. Et à très long terme, si vous ne respectez pas l'environnement, eh bien, vous avez détruit votre capital environnemental. Donc, la RSE est une condition nécessaire à l'entretien de vos actifs immatériels qui représentent toute la production de vos cash flows futurs. Voilà, donc vous voyez qu'on a 2 manières de mettre en évidence la rentabilité de la RSE ou la performance économique de la RSE. Première manière, impact sur le compte de résultat. Deuxième manière, entretien et développement du capital immatériel. C'est les résultats à venir. Bon. Alors, ce qu'on propose maintenant, pour ceux qui sont volontaires, c'est de faire l'expérience chez vous. Et j'en ai terminé. Voilà. Donc on lance un programme de mesure de la rentabilité de vos démarches RSE. On ne va pas tout faire en même temps. Donc on a décidé dans un premier temps de se centrer sur la première partie de mon topo, c'est impact sur le compte de résultat. Donc c'est Serge qui s'est présenté tout à l'heure, qui est la personne en charge de ce projet pour l'année 2013. Et toutes les entreprises qui sont d'accord pour effectivement engager un programme de mesure sont les bienvenus. Serge est là pour vous aider. On a développé un outil. On va mettre des informations dans l'outil et on va faire le bilan économique qui en ressort. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, d'abord, on a pensé que ça pouvait vous intéresser. Et puis, la seconde raison qui est
hyper importante pour la communauté, c'est que quand je montre des résultats obtenus chez, comment dirais-je, Caisse d'épargne, ou bien chez Orange, ou bien chez GDF Suez, puisqu'il y a quelques années on l'a fait chez GDF Suez, les patrons de PME disent « oui d'accord, mais ce qui est vrai dans un grand groupe, est-ce que ce serait vrai aussi pour nous ?» Bon, donc on va effectivement le montrer dans les PME. Et donc on lance le programme, c'est gratuit. Enfin, on donne ce qu'on veut. Non, c'est gratuit. Voilà. Par contre, dans un premier temps, comme nos ressources sont limitées, on le fait pour les PME, c'est-à-dire les membres de la communauté qui ont moins de 250 personnes. Si on a des ressources qui nous le permettent, on pourra monter un peu sur des entreprises de plus grande taille, mais pour l'instant, on souhaiterait bien sûr le réserver aux entreprises qui ont a priori un peu moins de moyens. Voilà. Et donc, inscrivez-vous, et j'ai donc dû exposer mon temps de parole, mais c'est pas grave. Alors, merci beaucoup Alan. Oui, alors on précise, c'est dans l'ordre de priorité pour ceux qui sont déjà labellisés et qui ont déjà effectivement des résultats de leur engagement qui peuvent être mesurés et convertis en performance économique. Donc voilà. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps pour des questions, Alan, mais...